Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, rebonjour. Où que vous soyez actuellement, je vous rappelle que l'émission est diffusée à partir de Montréal. Donc, si vous nous suivez à partir de YouTube, que vous êtes sur le continent africain ou encore européen, je vous dis bonjour. Nous sommes actuellement en pleine période du mois de l'histoire des Noirs, ici à Montréal. Ça vous dit quelque chose? Le mois de l'histoire des Noirs, chaque mois de février, depuis déjà quelques années, on a tendance, en fait, on souligne ici le mois de l'histoire des Noirs et ça se passe partout. Tout à l'heure, j'ai pris un taxi pour venir ici. Je suis tombé sur un chauffeur taxi, un monsieur très gentil, haïtien, et qui me dit, vous savez, j'ai des clients des fois qui montent et puis qui m'ont dit carrément, vous savez, mais le mois de l'histoire des Noirs, là, ça c'est juste parce qu'on prend les Noirs, on va les slotcher ici, là, puis ils viennent chercher du travail ici. Il dit, mais il faut leur expliquer, monsieur, de quoi il s'agit au juste le mois de l'histoire des Noirs. Et ça tombe bien, aujourd'hui, madame, monsieur, nous recevons une grande dame. Je dis bien une grande dame, parce qu'effectivement, elle l'est. Elle organise un événement, justement, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Madame Roselyne Mavungu, bonjour. Bonjour, monsieur Henri Ngaka. Comment ça va? Très bien. C'est un plaisir, encore une fois, de vous voir ici. Le plaisir est partagé. Boni Bassango. Malamou, malamou. Je viens de lui demander en lingala quelles sont les nouvelles. Elle m'a répondu très, très bien. Madame Roselyne Mavungu, c'est un honneur et un grand plaisir que de vous recevoir à notre émission de télévision. D'abord, qui êtes-vous, au juste? J'aime à dire que je suis une citoyenne du monde, née en Afrique, spécialement en République démocratique du Congo, grandie en Europe, où j'ai fait toutes mes études et depuis plusieurs années maintenant, fière citoyenne du Canada. Donc, quelque part, vous êtes africaine, mais vous êtes également européenne aussi, puisque vous avez grandi en Europe. Donc, vous avez quand même ce côté-là, cette culture-là qui est en vous, et aussi cette culture nord-américaine et particulièrement québécoise. Tout à fait. Vous considérez-vous vous êtes intégré rapidement ici? Je pense que c'était un défi. Oui. Un réel défi parce que on vient d'ailleurs, hein, et on vient avec des rêves, des espoirs, on vient avec un bagage qui peut être émotionnel ou intellectuel, oui, ou des diplômes. Oui. Et on s'attend à arriver et que les choses nous soient déroulées avec un tapis, oui, rouge, mais ce n'est pas le cas. Il faut le savoir, il faut s'y attendre. Par contre, ce n'est pas l'occasion de baisser les bras. Oui, oui. Il faut voir comment arriver à se faire valoir, comment s'entreprendre personnellement d'abord, hein, oui, pour pouvoir prendre sa place dans un nouveau pays, donc en l'occurrence pour moi le Canada. Dans votre cas, quand même, vous avez un grand avantage quand même par rapport, comment dirais-je, à la majorité des Africaines qui en fait démarquent ici. Vous avez grandi tout d'abord en Europe, dans une époque où, vous le savez comme moi, il y avait très très peu d'émigrants originaires de l'Afrique qui débarquaient dans ces pays où en fait l'Occident, l'Europe particulièrement, était réservée à une classe, je dirais, plutôt aristocratique, pour ne pas dire le mot africaine comme telle. Donc vous aviez cet avantage. Et en plus d'avoir fait vos études, surtout dans ces pays-là, et d'arriver ici, vous étiez déjà formé. Donc pour vous, ça a été facile pour le commun des mortels qui vous regarde, pour l'Africaine qui vous regarde, qui vous entend, et dit, mais écoutez, pour vous, ça a été très très facile. Et puis d'ailleurs, au fait, vous êtes la directrice générale d'une grande organisation ici, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, ça a été facile. Non, mais attends, on va d'abord souligner ça. Je sais que vous êtes humble, mais on va souligner ça. Vous êtes la directrice générale d'une organisation. Je vous laisse nous donner le nom de cet organisme-là. Effectivement, je dirige depuis bientôt 6 ans déjà, oui, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Ce centre a le mandat du gouvernement du Québec et de la ville de Montréal de faire la prévention de tout ce qui est radicalisation, actes à caractère haineux et violence armée. Et comment nous le faisons, peut-être? Alors, effectivement, nous le faisons par de l'éducation, de la sensibilisation, mais aussi de l'accompagnement communautaire ou donc des intervenants et intervenantes. Vous êtes une juriste de formation, vous, hein? Tout à fait, tout à fait. Je suis juriste. Donc, c'est toute une histoire de parcours, hein, de passer
d'un background universitaire en tant que juriste. Oui. Et aujourd'hui, d'être à ce poste-là, mais c'est ça vous aide quand même, n'est-ce pas? Je pense que c'est plusieurs éléments qui aident le parcours. Déjà, je suis gestionnaire de carrière, je pourrais dire, donc ayant dirigé une organisation en entrepreneuriat féminin auparavant, ayant ensuite été PDG du réseau québécois de microcrédit qui s'appelle Micro-Entreprendre, et aussi fait différents mandats à l'international avec Oxfam Québec en tant que conseillère senior et agit à titre d'experte, justement, avec tout ce parcours-là auprès du gouvernement du Canada, sur tout ce qui est innovation sociale et finance sociale. Ce qui fait que c'est beaucoup de niches d'expertise qui, quand elles se combinent avec une volonté, une habitude de chercher l'excellence, ou en tout cas à donner le meilleur de ce qu'on peut au moment où on peut, alors effectivement, ça peut amener à sortir complètement des enjeux entrepreneuriat, microfinance, pour aller sur d'autres dimensions, donc la prévention de la violence. La prévention de la violence. Je vais quand même en parler parce que c'est quand même tout à fait très important avant de vous emmener vers justement cette organisation, cet événement, que vous organisez lors du mois de l'histoire des Noirs, où il y a quand même plusieurs têtes d'affiche qui seront là. Mais je vais revenir à cet organisme, prévention de la violence. On est arrivé à ce point-là en 2026 pour parler de la prévention de la radicalisation. Même pas violence, mais radicalisation. C'est-à-dire on parle d'extrême là. Quand on se radicalise, c'est parce que c'est vraiment l'extrême comme tel. Est-ce que c'est sérieux d'après vous? Y a-t-il de quoi s'interroger réellement? Ou bien c'est quelques crises par-ci, par-là qui font que peut-être que les médias ont tendance à exagérer, à parler de radicalisation? C'est un enjeu sérieux de prévention, de sécurité publique. Et je pense que pour le Québec, notamment, le Québec se réveille, non pas que l'enjeu n'était pas là, l'enjeu est, je pense, d'époque en époque, il y a de la violence, elle prend différentes formes, il y a des actes haineux dirigés vers différentes communautés, mais pour le Québec, les enjeux de radicalisation se réveillent. Le Québec se réveille avec en 2000, quand il y a l'attentat. Oui, oh my God, oui, d'accord. Mais là, je vais quand même vous ramener vers autre chose. Ce que vous dites là, c'est très pertinent. Le Québec se réveille. Mais moi, je vais vous ramener vers un exemple personnel. En tant qu'individu ordinaire, je suis en Belgique par hasard. On est dans les années, je ne sais plus trop quelle année, là, 79, 80. Par hasard, bon, ma famille vivait là. Comme par hasard, je suis allé, j'ai lâché toute une session à l'université pour aller passer du temps là-bas. Mais j'ai pu constater que, bon, on parlait beaucoup de l'arrivée des Marocains à Bruxelles. Et particulièrement, les chauffeurs de taxi, c'est eux qui conduisaient. Les voitures, entre autres. Et là, on me dit, c'est le roi Hassan II qui était venu, qui avait signé un contrat de coopération, tout ça. Donc, on les appelle des coopérants. Et ils ont pris la place des Congolais qui avaient refusé. Bref, on me dit, tel endroit, il ne faut pas aller. Parce que dans des quartiers, c'est dangereux. C'est plein de Marocains, on attaque avec le couteau. On est dans les années 79-80, alors on n'est pas maintenant. Et moi, je me suis dit, mon Dieu, mais à Montréal, c'est pas ça. Et nous, on vit pas comme, ici, il y a des quoi, là, à Etterbeek, juste comme on va dire. Etterbeek, c'est quoi, là? Là, le soir, mon cher, si tu dragues une fille, ne descends pas. On va te, couteau. Alors, Montréal, aujourd'hui, on n'en est pas là quand même. Montréal, comme plusieurs villes, aujourd'hui, où il y a des contextes aussi de polarisation, se retrouve avec cet enjeu à résoudre, le vivre ensemble. Le vivre ensemble de différentes personnes avec leurs profils, avec leurs orientations religieuses, leur race, leurs valeurs, leurs identités, leurs orientations sexuelles qui sont aussi différentes. Alors, on se retrouve, comme toutes les villes, aujourd'hui, à voir comment arriver à vivre ensemble dans un même espace, dans la même société.
Oui, ouais, mais ça, c'est différentes cultures, différentes odeurs aussi, dans la question de nourriture et tout ça, différents comportements, différentes réactions. Et ce qui va être important, c'est un vivre ensemble harmonieux et inclusif. Oui. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on rêve dans votre couleur, quelque part? Il faut garder l'espoir. Oui. Ça nous permet d'avoir un sens, une orientation vers laquelle tous se diriger. Est-ce qu'on arrivera à résorber complètement la violence, la radicalisation, la haine, haineux, ou aujourd'hui la violence armée? Hein? Probablement que non, mais ce qu'on peut faire, c'est de travailler à renforcer ce qui va être des facteurs de protection. C'est de renforcer l'empathie, c'est de renforcer vraiment l'équité, l'inclusion, c'est de s'assurer que les individus qui se retrouvent dans un parcours de violence ou leurs familles qui s'inquiètent pour ces individus-là ou encore les milieux dans lesquels ces personnes évoluent, qui peut être le milieu scolaire, le milieu de travail, le milieu communautaire, eh bien, soient outillés pour savoir comment est-ce qu'on répond à des situations où on voit quelqu'un tomber, si je puis dire, dans la violence. D'accord. Maintenant, je vais vous emmener vers le mois de l'histoire des Noirs. Et là, vous organisez un événement. On va y être, d'ailleurs. On aura fait une bande, donc on va y être pour parler aussi avec le public. On parle de quoi, exactement? On parle, cet événement qui se tient ce samedi 28 février, s'inscrit dans le cadre de la prévention des actes à caractère haineux. Alors ici, c'est une occasion de réunir des hommes et des femmes, mais beaucoup de femmes, pour parler de la misogynie noire. Qu'est-ce que c'est la misogynie noire? On sait que la misogynie, c'est la haine des femmes. Et la misogynie noire, c'est vraiment le croisement entre le racisme anti-noir et le sexisme. Alors, des femmes de différents profils vont venir parler de vécu. Dans différentes sphères de leur vie, professionnelle ou personnelle, elles vont humblement nous étaler un petit peu qu'est-ce que ça représente, comment ça s'est matérialisé dans leur vie ou ça se matérialise encore, la misogynie noire. On aura aussi des hommes, certains hommes, qu'on veut entendre parce que sur cet enjeu que vivent les femmes noires, les hommes sont des alliés. Les hommes doivent comprendre ce qui se passe, mais aussi apprendre comment accompagner la femme noire et être un ambassadeur pour un meilleur vivre ensemble. Il y a une question que je n'ai pas envie de poser, parce que je suis noir. Je me défends quelque part. Mais on dirait qu'il y a une voix qui me dit « Pose-la ta question, pose-la ta question, pose-la ta question. » Dites-moi, est-ce qu'il y a beaucoup de violence chez nous, les hommes noirs, auprès des femmes? Est-ce ou bien parce qu'on veut toujours généraliser, ou bien voilà, parce que bon, on est noir, donc on est violent et tout ça? Mais est-ce que, selon votre expérience, est-ce qu'il y a-t-il réellement, est-ce que c'est quand même sérieux? La violence envers les femmes, c'est un enjeu réel. Il n'y a pas une communauté, un milieu où ça se matérialise plus que d'autres. Ça dépend vraiment vraiment de parcours personnel d'un individu et puis de ce qui devient des éléments qui le rendent vulnérable à un moment donné, qui font que la violence devient le moyen d'expression, le moyen de faire arriver des changements ou de réagir à ce qu'on sait, à ce qu'on voit, qu'on ne comprend pas ou qu'on comprend ou qu'on ne veut pas. D'accord, mais un exemple de la radicalisation, moi, qui m'a outré très, très sérieusement, qui me fait peur même, c'est à Toronto. Ça se passe dans la communauté congolaise, encore une fois. Un jeune garçon dans la musique rap qui assassine son papa, qui devait voyager le soir même, qui court dans la rue, qui derrière son frère, qui lui tire après en plein milieu devant tout le monde et qui l'assassine, et qui tire sur sa mère. Et Dieu merci, je ne pense pas qu'elle soit décédée, dont cette dame qui est marquée à vie. Je dis, mais même chez nous en Afrique, je n'ai jamais vu une chose pareille. En bon africain, je dirais, lui, il y a un sorcier quelque part qui lui a fait quelque chose. Ça, c'est de la radicalisation, ça. C'est plus fort. Est-ce que c'est dû à la drogue? Est-ce que c'est dû à la forte consommation de notre vie matérielle ici qui change? C'est quoi, au juste?
Je connais, comme tout public, donc, cette histoire douloureuse et tragique qui est arrivée à cette famille à Toronto. Pas les détails des motifs derrière les actions de ce jeune homme. On parle ici de violence armée, on parle d'une société où on voit des jeunes, de plus en plus jeunes, avoir accès à des armes et beaucoup d'influence dans les médias sociaux, dans la musique, peuvent amener, ce n'est pas un parcours automatique, il y a plusieurs éléments qu'il faut tenir compte probablement dans le cas de ce jeune homme qui l'ont amené jusqu'à, oui, effectivement, tirer sur son père, courir après son frère à l'extérieur et le tuer aussi. Mais plusieurs éléments qui peuvent être internes à la personne, internes à l'historique de la famille ou encore à des éléments qui sont plus larges que ça, où les jeunes se cherchent, ont besoin d'une identité, peuvent se sentir isolés, pas compris, cherchent leur place, ne sont pas forcément à l'aise avec ce que leur projette l'avenir ou ce que leur projette la société de ce que devrait être leur avenir. Et on peut se retrouver, alors, encore une fois, dans un contexte particulier, on peut se retrouver à ce qu'il y a un passage. Un passage comme ça. C'est déjà la fin de cette interview. On est très heureux de vous recevoir, mais quand même, on vous garde un petit peu. Synthétiquement, qu'est-ce que le public doit retenir de notre conversation en ce qui touche justement votre organisation? Le public doit retenir qu'on n'est pas seul et qu'on peut vivre différentes situations et qu'il y a des ressources qui sont en place, des personnes, des organisations, puis aussi une volonté politique d'accompagner les personnes dans ce qu'elles vivent pour changer effectivement les trajectoires. On peut prévenir la violence au lieu de la réparer, au lieu d'arriver à un passage à l'acte et à une répression. Oui. Il y a encore de l'espoir. Nous avons une ligne au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, où les familles, les équipes scolaires, les leaders religieux, les leaders des communautés, les milieux professionnels peuvent appeler pour poser des questions. Effectivement, une inquiétude, un souci, peuvent appeler à ce moment-là. Il y a des personnes qui pourront répondre et accompagner au mieux possible. On n'est pas seul. Je vous dis encore une fois, grand merci. Merci beaucoup. Et vous faites bonne année 2026. Merci pareillement. Merci. Alors voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, messieurs, bonjour, bonsoir, où que vous soyez actuellement. Nous sommes actuellement, madame, messieurs, en plein cœur de Montréal et nous assistons évidemment à la clôture du mois de l'histoire des Noirs. Ça veut dire quoi? On a eu quelques émissions déjà dernièrement. On a parlé justement du mois de l'histoire des Noirs où chaque année, ici même en Amérique du Nord, on célèbre, on souligne justement cette histoire des Noirs parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis l'époque esclavagiste. Alors aujourd'hui, nous avons en fait le centre de prévention donc de la radicalisation qui conduit à la violence, qui organise justement cet événement dans le cadre justement du mois de l'histoire des Noirs. Vous allez entendre des personnalités, des lauréats, en fait des personnalités qui vont parler de leur expérience. On va échanger. De quoi s'agit-il? On parle ici, madame, messieurs, de converse-action. J'ai bien dit converse-action. On parle également ici, nommé la misogynie noire. Vous m'avez bien compris, la misogynie noire. Alors, on va ensemble justement découvrir ce concept, parce que pour moi, c'est un nouveau concept que je ne connaissais pas, et vous également. Évidemment, ça existe. De quoi s'agit-il, la misogynie noire? Merci de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Je suis vraiment heureux d'être ici. Au nom de la mairesse de Montréal, absolument, à mon nom personnel et surtout au nom de
l'administration de la ville de Montréal. J'aimerais juste saluer aussi le représentant de M. Luc Thériault, qui est parmi nous aujourd'hui. Madame la Présidente, votre nom va arriver bientôt. Je veux d'abord remercier le Centre de prévention de radicalisation menant à la violence, sa directrice générale Roselyne Mavungu et les panélistes surtout. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont rendu possible cette initiative dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Aujourd'hui, on se rassemble pour quelque chose de profondément nécessaire et important. Avoir un espace sécuritaire et bienveillant où les femmes noires peuvent nommer leur expérience liée à la misogynie noire. Bonjour, nous y voilà enfin, aujourd'hui, 28 février. Le mois de février se termine aujourd'hui avant de laisser passage au mois de mars. Le mois de mars, on célèbre la femme. Alors quel beau momentum, alors qu'on traverse du mois de l'histoire des Noirs au mois où on célèbre la femme, de parler de misogynie noire. Que vivent les femmes noires, les femmes racisées? On parle ici d'une croisée entre le racisme anti-noir et le sexisme. Des femmes avec des profils complètement différents vont nous parler de vécu, vont nous mettre l'accent sur des mots OTS qui ont des mots MAUX. Alors ne ratez pas cela. Bonne journée. Oui, l'événement d'aujourd'hui, justement, c'est nommé la misogynie noire. C'est un terme qui parle de misogynie et de racisme, donc sexisme et racisme spécifiquement dirigé vers les femmes noires. Donc aujourd'hui, on a différentes panélistes qui vont apporter leur vécu, leurs histoires personnelles ou ce qu'elles ont été témoins. Moi, ce sera plus au niveau de la santé, ce que j'ai vécu dans le système de la santé par rapport au mépris. J'aimerais pas dire violence, mais une forme de... Je n'ai pas été maltraitée, mais j'ai été maltraitée, si je peux le dire. Psychologiquement? Oui, un certain stéréotype face au médical pour les femmes noires, lorsqu'on entend souvent, par exemple, au niveau des fibromes, les femmes noires ont souvent ça. Et oui, OK, même si on a souvent ça, c'est quoi le diagnostic? Est-ce que je dois me contenter de ce diagnostic? Ou est-ce que ma douleur peut être vraiment prise en considération? Moi, j'avais pas l'air malade, j'avais pas l'air de souffrir, donc c'était un cas étrange pour eux. Je suis quelqu'un de très sportif, donc j'ai vu beaucoup une forme de mépris ou d'incompréhension. Je me suis sentie non écoutée. Je dirais que la misogynie noire, c'est un mix de misogynie et de racisme, en fait. Donc, on parle de doubles standards qui sont rattachés essentiellement à la femme noire. Dites-moi, alors pourquoi avoir accepté d'être aujourd'hui comme personnalité de cet événement? Pour dire vrai, au départ, pour moi, c'était un non. Oui, tout simplement. C'est la raison, en fait, pour laquelle la vie a changé, c'est tout simplement parce que d'abord, je vais vous dire le non. Pourquoi un non? Parce que personnellement, c'est un sujet qui vient me chercher, parce que j'en suis victime. J'ai des dossiers qui sont actuellement, d'ailleurs, que je ne peux pas, en fait, divulguer actuellement. Et ça fait un moment, d'ailleurs, que dans l'espace public, je me suis mise un peu en arrière. Et c'est, je dirais, officiellement, l'une de mes premières sorties depuis à peu près 2 ans. Alors, je me suis dit, c'est l'occasion, j'ai été victime de ça et c'est le mois de l'histoire des Noirs. Pourquoi pas venir soutenir la cause et puis la réalité de ce que la femme noire vit réellement, tout en considérant qu'on est quand même dans un contexte, je dirais, de vie au Québec où on a de l'espace quand même pour évoluer et réussir. La misogynie noire, évidemment, on la ressent dans le quotidien. On la ressent quand, par exemple, on est autour d'une table et qu'on est la seule femme noire autour d'une table, avec autour uniquement des ingénieurs, par exemple, ou uniquement des gens de la construction ou des personnes qui vont aller construire, en fait, avec vous, et vous êtes la seule architecte jeune, noire, pas d'ici. Donc oui, on le ressent, mais l'idée, en fait, derrière tout ça, c'est vraiment aussi d'aller démontrer beaucoup plus que les autres sa compétence. Et c'est là où, justement, ça devient un petit peu malaisant, c'est que quand on doit prouver tout le temps qu'on est compétent, alors qu'on est probablement 2 fois plus compétent que l'ensemble des gens qui sont autour de la table. 2 fois même la meilleure. 2 fois même la meilleure, disons en passant. Ben c'est là où justement le bas blesse. C'est aussi quand on passe à côté d'opportunités parce que on n'est pas considéré ou parce que parfois, en fait, on est quasiment
pas nécessairement prises au sérieux, vous voyez. Donc souvent aussi ce qu'on dit, c'est que les femmes noires font plus jeunes que leur âge. Donc ça devient, entre guillemets, on considère ça finalement comme un handicap, là où ça devient, non, c'est une normalité. Certaines femmes noires font plus jeunes que leur âge, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Merci à nos gènes. Mais pour la suite, la compétence, elle est là et elle est bien clairement là. Et c'est vrai que ça s'intensifie de plus en plus. Donc c'est aussi ça, ces problématiques-là, en fait, qu'on ressent beaucoup, pas uniquement dans mon milieu, dans beaucoup d'autres milieux. Oui. Bien, ce que ça me dit, ça m'a attiré certainement. Je suis ici ce matin ou aujourd'hui certainement pour écouter ce que ces femmes vivent. Pour moi, la misogynie envers les femmes noires, c'est inattendu dans le sens que je croyais que la misogynie, lorsqu'il y en a, c'était auprès de toutes les femmes. Mais de ce que je vais comprendre aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose de plus spécifique envers les femmes noires. Et c'est évidemment, moi, je suis pour l'égalité, je suis pour la démocratie. Je m'oppose tout à fait à toute forme de mise à part de quelle que soit la population, que ce soit la population noire ou de d'autres origines. Je plaide beaucoup pour un Québec ouvert pour tous. D'ailleurs, là-dessus, j'aurais dû l'amener, j'ai écrit un livre récemment qui s'appelle « Être québécois ». Sans être canadien, un pays à bâtir. Donc, le Parti québécois va bientôt prendre le pouvoir et préparer un référendum pour créer un pays. Vous avez parlé de nationalisme. Ma mission personnelle, c'est de m'assurer que nous ne soyons pas oubliés et que ce nouveau pays puisse refléter toutes ces populations actuelles. On va douter de la pertinence des rapports que vous faites avec le jargon utilisé par toutes les éducatrices, par tous les intervenants dans le milieu de la santé. Et vous vous sentez, je dirais même, insulté. Ça affecte votre estime, l'estime de soi. Parce que vous vous dites, à diplôme égal, comme certains l'ont dit, à formation égale, à compétence égale, avec beaucoup plus d'années d'expérience que votre collègue. C'est comme si vous n'étiez rien.